dans d'autres exercices similaires, tu vois, pas forcément devant les gens, mais j'ai déjà coaché pour 300 personnes sur le truc de Choukran. On avait gagné le prix, j'avais fait des prix d'éloquence aussi, donc en vrai, ça va. Après, je sais pas, tout dépendra évidemment du Prix sujet. d'éloquence. Non, j'ai pas eu, après, quand j'ai fait des trucs de prix d'éloquence avant et tout, c'était des trucs. Et tu sais, en fait, quand tu lèves des trucs, tu pitches souvent en fait. Et que tu deux personnes ou 300 personnes devant toi, si tu parles de C'est ton un peu truc. la même. Et après, c'est connaître aussi son sujet, son métier. Indirectement, quand tu parles d'un truc, j'ai monté de A à Z, je connais ton truc par cœur, quoi. Enfin, tu vois, si demain, je sais pas ce que tu as fait. Piège. Bah, t'en auras peut-être, mais en fin de compte, c'est des choses que je vais savoir moi. En fait, je vais savoir où est le piège et je vais le comprendre parce que ça viendra de mon métier. Tu vois. Initialement, après, je peux te retrouver à dire des conneries, je te dis pas le contraire sur ça, mais non, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Quand tu parles d'un truc, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans que je fais de la Bébé, restauration. c'est tout. Ouais, 3 ans Choukran. C'était l'œuf dans la coquille, là. Ça a été une trentaine, je crois qu'on est 300. Ok. C'est assez drôle, Vous tu êtes vois, 300 maintenant. c'est l'évolution, parce qu'en fait, il y a une grande attente du marché. Les groupes, tu parlais justement en disant, dès que tu commences à processer, oui, les groupes, c'est nous tous. Et pour autant, 80% de notre business, aujourd'hui, c'est On va commencer. Baptiste, je vais commencer parce qu'en fait, on décide quand est-ce qu'on commence. Tu vas commencer? Ouais. On va commencer. D'accord. Il est là? Ouais, il est l'heure passée même. 14h12. Il est l'heure passée. Let's go. D'accord. Bonjour à tous, merci d'être présents à cette conférence organisée par IPAC Pro. Le sujet cet après-midi, pour nous, c'est de pouvoir répondre à cette question. Comment la maîtrise des risques protège le développement de ma franchise? Je vais commencer par me présenter. Je suis Eric Batani, je suis responsable du développement commercial chez IPAC Pro. Je suis accompagné de Baptiste, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Baptiste Fauque, chargé d'affaires grand compte pour IPAC Pro. Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans la société et IPAC Pro, pour vous décrire un petit peu qui on est aujourd'hui le leader de la solution digitale HACCP sur le marché en France et en Europe. Donc aujourd'hui, quelques chiffres clés pour IPAC Pro. On a 20 000 utilisateurs de la solution en France et on est présent dans 45 pays pour accompagner des indépendants et évidemment on a une expertise spécifique pour tous les groupes. Donc on a plus de 300 groupes qu'on accompagne aujourd'hui avec la solution. Oui, et donc au fond, gérer la maîtrise des risques quand ma franchise ou mon réseau croît, c'est finalement, c'est pas seulement ouvrir plus de restaurants, c'est aussi comment réussir à grandir en conservant ce qui fait ma force dès le départ. Et pour répondre à cette question, on ne va pas faire de la théorie, on va aller voir ce qui se passe directement sur le terrain. Et pour cela, c'est Otto et Alizé qui nous accompagnent. Alizé, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, donc je suis Alizé Fontaine, je suis responsable d'animation de réseau et formation chez Chamas Group depuis bientôt 5 ans. Donc pour les marques Chamas Tacos, Croustiz, qui est une nouvelle marque qu'on vient de lancer, et Bouffi, qui va arriver prochainement sur le marché. Bonjour à tous, moi je m'appelle Otto Neidam. J'ai cofondé il y a 2 ans un groupe de restauration marocain qui s'appelle Choukran. On a ouvert déjà 2 restaurants en 2 ans, on en ouvre 5 cette année, dans l'ambition d'en ouvrir une trentaine dans les 5 prochaines années. Donc la question aujourd'hui, c'est finalement quel impact réel la croissance va avoir sur mon réseau, sur mon organisation, sur mes process. Première question, je me tourne vers toi, Alizé. Toi qui as connu et qui as franchi toutes ces étapes chez Chamas Tacos, au début de votre développement, qu'est-ce qui fonctionnait très bien sans aucun process, par exemple? Alors moi, quand je suis arrivée chez Chamas Tacos, donc il y a bientôt 5 ans, on avait 44 restaurants. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 115. Je suis arrivée, il n'y avait qu'un seul animateur réseau sur le réseau complet.
Donc il y avait, alors tout était structuré et à la fois il n'y avait pas vraiment de procédure écrite. Tout le monde savait ce qu'il fallait faire dans les restaurants. Mais c'était du savoir-faire pour chaque personne, mais rien de processisé. Donc il a fallu mettre en place tous ces process justement pour sécuriser notamment le réseau et pour devenir une franchise qu'est aujourd'hui Chamas Tacos, avec plus de 115 restaurants et avec des process sur tout le réseau, identiques surtout. Et typiquement, quels étaient justement les process qui n'étaient pas en place et que tu as mis en place en arrivant chez Chamas? Alors notamment les recettes, parce que pour la base d'une franchise, c'est d'avoir un produit identique sur tout le réseau. Et c'est vrai qu'il y avait, vu que rien n'était écrit, au final, chacun pouvait faire un petit peu ce qu'il avait envie, avec ses préférences, ses goûts. Donc il a fallu rapidement mettre en place justement notamment les fiches recettes et les process de cuisson, de tout ce qui était opérationnel en cuisine surtout. Et y compris les produits étaient différents d'une structure à l'autre? Alors à l'époque, oui, on n'avait pas encore de partenaire pour tout ce qui était achat. Donc chaque franchisé savait ce qu'il devait acheter pour pouvoir produire un tacos Chamas Tacos, mais chacun avait son fournisseur un petit peu indépendant selon la ville où il était. Donc on a mis aussi un partenariat avec un fournisseur aussi pour référencer nos produits et avoir le même produit dans tout le réseau. Et j'imagine qu'au début, la priorité pour lancer un concept de franchise, c'est plutôt en effet le produit, l'enseigne, et trouver une attractivité en effet sur ce produit-là. Ensuite, à partir de quel moment tu as identifié que la non-mise en place de process pouvait être défavorable pour la croissance du groupe? Lors des contrôles notamment, quand on passe dans les restaurants et qu'on se rend compte que dans un restaurant, on voit une recette, dans un autre, on en voit une autre, on se dit que ça peut poser problème sur le long terme, notamment pour l'identité du produit, pour le coup. Chamas Tacos, on a une sauce fromagère qui est la sauce Chamas Tacos. Et pour exemple, c'était compliqué de ne pas retrouver cette même ADN sur tous nos restaurants. Donc on a créé la sauce Chamas Tacos qu'on distribue aujourd'hui dans tous les restaurants. Et c'est là où on s'est dit il faut qu'on trouve les solutions, mais pour tous les axes un petit peu qu'on retrouve, les achats, le suivi hygiène et sécurité alimentaire avec IPAC Pro, les fiches techniques, comme je le disais tout à l'heure. On s'est rendu compte que plus le volume devenait important, plus il fallait justement retrouver la même identité produit, la même ADN. Et du coup, pour ça, il faut passer par les process. Et alors pour toi, Otto, qui démarre un concept fort de gastronomie marocaine, à ce stade-là, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore processisées, ou alors tu as choisi peut-être d'être beaucoup plus direct dans le... Je pense qu'initialement, la restauration traditionnelle n'avait pas d'accès au digital. Il y a longtemps, on n'utilisait pas le digital. Je pense qu'on peut le faire, mais on peut bien se casser la gueule aussi. Et maintenant, je pense que les solutions sont importantes dans le cadre d'un développement pour avoir une activité pérenne. Ça, il faut, parce que ce qui vous fait gagner de l'argent, c'est votre produit. Mais en fait, il faut prendre la base de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que c'est le produit, c'est le client qui va acheter un produit qu'il va aimer. Mais pour qu'il soit bon, il faut arriver jusqu'à la livraison dans son restaurant, la transformation et ainsi de suite. Et je pense que ça, c'est un point qui est fondamental dans le développement d'une activité, où il faut penser, se dire, moi, en tant qu'opérateur, je saurais le faire, mais si demain, j'en veux 10, ce seront d'autres personnes qui le feront pour vous. Et je pense qu'en tant que franchiseur, et en fait, ça dépend de quel côté vous vous mettez. En tant que franchiseur, vous allez chercher des franchisés qui, eux, vont investir dans une marque et ils vont acheter vos process, ils vont acheter votre marque, ils vont acheter votre rentabilité, ils vont acheter votre modèle. Et vous ne pouvez pas dire, vous prenez juste ma marque et derrière, ils font n'importe quoi. Ça peut avoir un impact énorme sur votre activité, sur votre marque, sur le goût et ainsi de suite. Après, sur les solutions digitales, moi, je pense qu'il y a des time to market, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans les aventures. Moi, par exemple, il y a des solutions que j'ai utilisées dès le début,
lorsqu'on a créé le projet il y a 2 ans et on avait déjà pour ambition d'en ouvrir plusieurs, donc on est allé rapidement. Mais il y a des solutions que je n'utilise pas encore, et je dirais pas non, mais que je sais que je vais utiliser demain. Parce que j'en ai pas l'utilité, parce que je pense que ce sera trop compliqué d'utiliser opérationnellement. Je dois faire un focus sur un autre métier, qui est un métier vraiment de process, débit, qualité client. Mais il y aura des solutions de ce que je vais appeler de demain, dès lors qu'on va arriver, là par exemple on en ouvre 5 cette année, je suis en train de challenger certaines solutions pour les mettre en place, parce qu'il est un peu tôt pour nous. Donc je pense que voilà, ça dépend le moment de votre aventure, mais maintenant c'est plus négligeable. On ne peut plus rester dans la restauration dite traditionnelle avec des bouts de papier. Donc ça veut dire qu'au début, tu as plutôt mis en place des solutions qualité, process, et la deuxième étape, ça serait plutôt des solutions plutôt optimisation du cost. L'idée, c'est que les premières solutions, c'était vraiment des solutions d'opérationnel, c'est-à-dire comment optimiser mon opérationnel, donc dans la qualité, dans le produit, et quand je dis de la qualité dans le produit, c'est pas uniquement ce que vous sortez dans l'assiette. En fait, dans la restauration, ça va de vos salariés. Est-ce que ça va être facile pour eux d'utiliser une solution pas trop contraignante, parce qu'on sait ce que c'est que la pénurie de main-d'œuvre dans la restauration. Si on met des logiciels trop contraignants, fatigants et ainsi de suite, ils n'utiliseront jamais ou ils ne resteront pas dans votre activité. Donc au début, c'est vraiment de l'optimisation de performance. Et après, derrière, c'est vrai, l'optimisation, oui, mais dans un second temps, pour moi, ce sont plus des logiciels qui vont vous permettre d'avoir une activité pérenne. Parce que plus vous allez vous développer, plus indirectement, vous allez perdre des points un peu de marge, parce que ça sera quand même plus compliqué à gérer. Donc ce sera vraiment de la performance dans un second temps, d'aller chercher des points de rentabilité, que ce soit sur votre service achat, votre masse salariale ou certains frais généraux. Très bien. Pour revenir, par exemple, à l'évolution aussi du digital et des process dans la restauration, Alizé, tu as une vie dans la restauration, tu as vécu cette évolution, l'arrivée du digital et du numérique dans la restauration. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, j'ai toujours fait que de la restauration. Et c'est vrai que j'ai connu à l'époque où on découpait les étiquettes, notamment de traçabilité de chaque produit. Ça prenait du temps. Il fallait les découper, les nettoyer pour pas, s'il y avait un reste alimentaire, les stocker dans des sacs poubelles à l'époque, parfois dans des boîtes, voilà. Donc ça prenait du temps, c'était, je vais pas dire embêtant, mais je peux le dire quand même. et au final, l'arrivée du digital, ça a simplifié, pour moi en tout cas, le suivi en restauration, alors que ce soit en traditionnel, en gastronomique ou même aujourd'hui en restauration rapide pour mon cas. C'est aussi plus simple, je trouve, pour les équipes de retenir ce qu'ils ont à faire. Ça sécurise le réseau. Et aussi en termes de gestion, de contrôle pour les équipes, les animateurs réseau ou même les managers sur place. C'est beaucoup plus simple d'aller sur la tablette IPAC Hygiène et de regarder si tous les points du jour sont faits, plutôt que d'aller voir dans le sac où il y a toutes les étiquettes, est-ce qu'il a bien mis la côte de bœuf, j'ai l'étiquette, est-ce que la brique de lait, je retrouve ma traçabilité, etc. Et donc c'est une aide et pour les équipes, et pour les dirigeants, c'est une belle avancée en restauration pour moi. Et pour le coup, alors Otto, je crois que toi, tu as déjà vécu des contrôles aidés par IPAC Pro. Tu peux nous en dire quelques mots ? Dans l'opérationnel, dans la restauration, on sait qu'on finit toujours par avoir des contrôles. Moi, j'ai eu des contrôles d'hygiène souvent, et c'est vrai que c'est un gage de sérénité. On en parlait en amont. Que dire d'IPAC Pro ? Moi, je dirais de la prévention. Parce qu'en fait, c'est de la prévention et de la sérénité. Parce que si vous n'êtes pas quotidiennement dans vos cuisines, est-ce que votre salarié va prendre l'étiquette, la graffer sur un cahier à la bonne page avec la bonne date et ainsi de suite ? Honnêtement, on ne va pas se mentir, non. Or, maintenant, avec le digital, à travers une tablette, prendre 2-3 photos, et avoir sa traçabilité où tu simplifies un process, c'est un gage de sécurité déjà pour nous restaurateurs, déjà que ce soit pour le client final, parce que le contrôle d'hygiène entre guillemets c'est une finalité, mais le plus important c'est pour votre client, donc d'avoir des bons produits, donc cette traçabilité elle est quand même très très importante. Et c'est vrai que quand vous avez un contrôle d'hygiène, vous avez une solution HACCP,
c'est un réel plus. Et honnêtement, ils arrivent, ils sont un peu moins relous, on va dire ça comme ça. Pas ils ferment un peu plus les yeux, mais ils savent qu'on a pris le sujet entre les mains et qu'on avance avec une solution qui va nous permettre de prendre le moins de risques possible pour l'hygiène et pour la qualité de nos produits sur nos clients. Et question à tous les deux, comment aujourd'hui vous contrôlez tous les process que vous avez mis en place au travers de papier, de solutions digitales, de process à la voix? Comment vous contrôlez aujourd'hui la bonne application de ces process? Est-ce que c'est quelque chose qui est parfois fait à distance? Vous avez des relais managériaux? Vous avez des outils qui permettent de piloter et vérifier au quotidien que ce soit entre le projet qui est défini, les process qui sont définis à la réalité, savoir s'il y a un écart ou si vous êtes dans la plaque? J'y vais. Nous, on n'est pas encore à la taille de Shama Tacos. C'est vrai que nous, on a quelques logiciels. Là, actuellement, je suis en train d'intégrer de l'IA pour récupérer en fait toutes les données, plus sous forme d'alerte. C'est-à-dire, je récupère mon logiciel, que ce soit d'hygiène, mon logiciel de service achat, donc tous les achats qu'on fait, tout ce qui sort, et pour avoir en fait des alertes rouges. Par exemple, il y a de la carotte qui est trop sortie, alors qu'en service achat, j'ai été pas assez sorti en service achat, j'ai été trop facturé. En fait, pour récupérer cette data et agir tout de suite. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on gagne, à mon sens, de l'argent dans la restauration. C'est vraiment d'aller chercher le moindre petit problème. Donc ça, c'est un point important. Donc essayer d'intégrer de l'IA, c'est maintenant, à mon sens, on pense que c'est une montagne, mais ça fait 3 semaines que je suis dessus et honnêtement, ça va, c'est plus si compliqué. Non, c'est important de suivre ces logiciels. Je sais que parfois, maintenant, il y a énormément de solutions. Je pense que moi, mon point de vue, c'est ne prenez pas toutes les solutions. C'est une grosse bêtise. Vous prenez des solutions adaptées à votre business model. Chaque typologie de restauration a un business model. Il y a la restauration étoilée, il y a la restauration rapide et ainsi de suite. Et on a des logiciels propres à nos utilisations. Et je pense qu'en fait, il faut bien discerner son business model pour utiliser ces bonnes solutions et un bon suivi derrière. Donc ce que tu dis en tout cas, c'est que tu as besoin, toi, de dashboard ou d'outils de pilotage qui te permettent à distance de pouvoir en effet savoir ce qui se passe sur tes différents établissements. Exactement, en fait ça te permet de surveiller. Moi j'ai des responsables opérationnels qui gèrent en fait les restaurants. Et derrière, lui, ça lui permet de rentrer dans un restaurant, de prendre la tablette et de voir ce qui est arrivé en rouge. Un frigo n'a pas été lavé, pourquoi? L'huile de la friteuse n'a pas été changée, pourquoi? Sur le papier, on dit que c'est rien, mais derrière, ça peut avoir énormément d'impact. Donc, c'est très simple pour nous maintenant de suivre les petits hicks opérationnels qui pourraient avoir un énorme impact sur la suite dès lors que vous développez votre réseau. À un restaurant, vous vous dites ça va. Je pense que quand vous en avez 15, 20, 30, derrière, ça part de très grosses répercussions. Donc, je récupère tout sur un dashboard, mais ce sont vraiment des alertes. Et du coup, alors Alizé, toi qui as piloté jusqu'à 120 établissements, avant de te concentrer là sur un nouveau concept, tu pourras nous en parler tout à l'heure. Toi, comment au quotidien, ou même de manière hebdomadaire ou mensuelle, tu pouvais piloter à distance une centaine d'établissements pour harmoniser les process, que ce soit sur des sujets hygiène, qualité, comme d'autres, hein. Alors pour le coup, chez Chamas Group, on est moins digitalisé, je dirais, que chez Choukran. On est avec des animateurs de réseau qui passent dans les restaurants. Donc chaque animateur a sa région, entre 20 et 25 restaurants. Et on fait des visites, une par trimestre minimum, pour contrôler que les process soient bien respectés, que la formation soit encore bonne parce qu'on a des nouveaux salariés qui peuvent arriver dans l'entreprise, par exemple. Donc on va accompagner le franchisé vraiment sur plein de points essentiels et clés, son chiffre d'affaires, le marketing, la communication, etc. Et on va vraiment l'accompagner en fait dans son restaurant, dans son point de vente, tout en contrôlant du coup les process qui ont été mis en place, que ce soit les achats, est-ce qu'ils sont respectés, est-ce qu'ils ne sont pas trop importants, vérifier que les marges soient bonnes. Vraiment, voilà, on va faire des visites trimestrielles dans chaque point de vente pour s'assurer que tout se passe bien. Et donc, en effet, j'ai bien compris qu'il y avait les visites sur site. Il y a du pilotage aussi à distance, en effet, avec des systèmes de back-office, ou c'est plutôt, en effet, one by one que vous allez contrôler les éléments? Alors, on a quand même des dashboards avec des remontées, notamment Impact Hygiène, justement, où moi, chaque semaine, j'ai
IPAC Pro, pardon, où chaque semaine j'ai le remonté de tout le réseau. Qui me permet un peu de piloter et de voir qu'il n'y ait pas des alertes, parce qu'il y a toujours des fois des oublis, des manquements, ou alors on a un petit délai de remontée. Mais vraiment qu'il n'y ait pas des points critiques où, je sais pas, pendant une semaine, on n'a pas de changement d'huile de friteuse, comme le disait Otto tout à l'heure. Et là où il va y avoir une alerte fait à l'animateur réseau directement, qui ensuite va le remonter au franchisé. Donc on a quand même des outils qui nous permettent à distance de contrôler, parce qu'on ne peut pas être partout à l'instant T dans tous les restaurants, c'est pas possible. Donc oui, on utilise quand même un petit peu digital, mais voilà, le plus important surtout, c'est les visites dans les établissements. Les audits, et le de terrain, garder et l'humain. voilà, l'humain. Et alors, de manière plus générale, pour passer à la partie suivante, quand le temps de la croissance arrive, que les établissements se multiplient, qu'on veut dupliquer des modèles, des process, comment vous avez priorisé les choses que vous vouliez mettre en place et harmoniser? Alors que ce soit à un stade intermédiaire que Chamas Tacos ait pu traverser, ou au stade aujourd'hui, toi Otto, tu as déjà parlé un petit peu des achats, de la traçabilité, de l'hygiène, il y a peut-être d'autres problématiques. Comment vous les priorisez et quelles sont les priorités pour vous à ce stade? Nous, on est parti sur... alors, il y avait le produit, j'en ai parlé tout à l'heure, de la fameuse sauce fromagère. Bon, on a aussi, je pourrais donner l'exemple du poulet mariné, où dans certains restaurants, on avait mariné au curry, dans d'autres mariné au paprika. Donc forcément, c'était plus la même recette. Donc il y a eu le produit où c'était l'urgence de processiser les achats pour justement retrouver les mêmes produits dans tous les restaurants. Et il y a eu aussi tout ce qui était sécurité alimentaire, parce que oui, il y avait des changements d'huile de friteuse, il y avait des prises de température, etc. Mais pas toujours, il y avait un suivi, donc c'était fait. Quand on allait en restaurant, voilà, une huile de friteuse, on le voit si elle est propre ou pas. Donc s'il y avait de suivi, mais rien de noté concrètement. Donc une des principales urgences, ça a été de sécuriser le réseau en hygiène et sécurité alimentaire, pour aussi après se développer encore plus, parce que forcément plus on grandit et plus ça demande du temps que de contrôler et que d'être derrière les restaurants et de se dire, est-ce que dans tous mes établissements aujourd'hui il se passe les bonnes méthodes, les bons process. Donc on a priorisé le produit et la sécurité de nos clients sur le réseau. Et pour bien comprendre la finalité, en effet, le non-respect de process amène à quoi? C'est quoi les risques que vous identifiez en effet pour l'enseigne? Alors déjà, c'est rendre le client malade. Donc ça, c'est le premier problème qu'on peut rencontrer, et surtout que toute franchise, même tout restaurateur ne souhaite pas, évidemment. Et puis après, c'est l'ADN du produit aussi, parce que le client, quand il vient chez Chamas Tacos, alors soit il ne nous connaît pas, il nous découvre, ou alors il vient chez nous parce qu'il connaît notre produit. Donc en fait, c'est ne pas décevoir le client et lui offrir l'expérience client qu'il attend quand il vient chez nous. C'est-à-dire que les process, au-delà de la sécurité alimentaire ou du contrôle qui peut-être ne viendra jamais, hein. Oui. On sait que les fréquences de contrôle peuvent varier d'une région, d'une ville à l'autre. Ce que tu cherches, c'est construire un standard, et la finalité, c'est une expérience client pour vos clients quand ils rentrent dans le restaurant, quand ils déjeunent, quand ils dînent, quand ils repartent. C'est ça exactement. C'est vraiment nous avoir l'esprit tranquille en se disant nos clients sont en sécurité, mais quand ils viennent, ils savent ce qu'ils vont manger aussi chez Chamas Tacos. Et toi, pourquoi, Otto, est-ce que tu as déjà identifié pour Choukran les choses prioritaires sur lesquelles tu te concentres peut-être aujourd'hui? Moi, je suis totalement aligné avec Alizé. On n'est pas encore comme Chamas Tacos, comme je le disais, on n'est qu'au début. Moi, toutes les solutions que je priorise, c'est tout ce qui est relié au produit pour la qualité finale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est au début d'une aventure. Moi, pour avoir 30 restaurants, il faut que j'en ai 5. Et pour en avoir 5, il faut que mes clients soient contents et que j'ai de la rétention client. Parce que c'est comme ça qu'on marche dans la restauration, surtout sur nos business models de, on va dire, restauration de volume. Donc moi, j'utilise des solutions qui me permettent d'optimiser et d'avoir le meilleur goût possible. Donc ça va être l'hygiène, parce que si ta viande, elle tourne, tu arrives le matin, tu ne regardes pas, ça ne va pas être bon. Ou des logiciels d'optimisation
sur du débit en cuisine, c'est-à-dire comment débiter. Nous, on vend du couscous, on vend des tagines, un maximum de couscous et de tagines de bonne qualité rapidement. Donc ça, ce sont les solutions que j'utilise à date. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu le time to market, c'est à quel moment tu utilises certaines solutions. Des solutions d'optimisation, de service achat, de débit, ce n'est pas quelque chose que je mets actuellement dans mes restaurants parce que vulgairement, je n'ai pas le temps. Je préfère être rempli de clients, que ça cartonne, d'avoir un bon produit et j'irai chercher cette optimisation de marge de 1-2% annuel qui représente beaucoup d'argent, mais plus sur un aspect groupe. Ça va être, je pense, le prochain sujet de l'an prochain à 7 restaurants, de dire bon bah voilà, le produit est bon, les clients aiment, on a une vraie marque forte, on a de la rétention client. Donc maintenant, il faut que j'ai une activité pérenne et que j'aille chercher beaucoup plus de cash flow. Et donc pour ça, ça va être des solutions par la suite qui vont me permettre d'optimiser ma rentabilité. Mais le plus important, moi, ce que je conseille au début, sont des logiciels de performance opérationnelle. Moi, je fais un focus sur ça à date. Et j'imagine en plus avec tous les problématiques qu'on rencontre en restauration avec du turnover, donc c'est-à-dire que ces process-là, il faut l'aborder, reformer les équipes, les accompagner. J'imagine que c'est une difficulté que tu rencontres au quotidien. C'est pour ça, ne jamais dépendre d'un chef cuisinier. Moi, je ne suis pas issu de la cuisine. Mon associé est chef cuisinier, très bien, c'est un associé, donc ce n'est pas la même chose. C'est vraiment processé à fond. Moi, en fait, quand j'ai monté Choukran il y a 2 ans et demi, c'est moi qui suis allé voir mon associé Abdel en lui disant il y a un truc à faire sur le marocain, let's go. Et il y avait un premier truc, c'était d'éviter les changements de carte. Parce que c'est quand même très compliqué. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent que de changer le menu, à changer de produit, à avoir du gâchis. Donc il y a plein de choses que vous mettez en place pour éviter ça. Et c'est tout un travail qui doit être fait en amont. Parce que derrière, lorsque vous cartonnez, vous n'avez pas 2 chances sur un client. Je pense qu'un client mécontent, il ne revient jamais et il va le dire 10 fois. Et un client content, il va revenir 2-3 fois. Donc il faut vraiment penser au produit que vous allez sortir et comment vous allez le sortir. Et pour l'avoir vécu, également l'importance des réseaux sociaux. En effet, quand on ne respecte pas un process, on a parfois en effet un peu le retour de bâton. Et je pense à une enseigne en effet où il y a eu un post Instagram qui n'était pas forcément hyper valorisant, d'ailleurs sur une partie hygiène, et je crois qu'il n'était pas équipé de solutions digitales. Et ça a eu un impact fort sur le business. Donc en effet, il y a aujourd'hui le témoignage qu'ont vos clients et ils ne vont pas forcément faire de l'attention et revenir. Mais il y a aussi maintenant les réseaux sociaux sur lesquels ils vont pouvoir communiquer positivement ou négativement et qui impactent de manière un peu exponentielle le reste du monde. Et en fait, comme je dis, ça dépend de votre business model. Mais moi, dans notre modèle, on limite au maximum ce que peut faire un salarié. C'est-à-dire qu'il faut processer ses temps de grammage. Voici la démarche. Et pas une personne qui va commencer à faire sa cuisine ou ses process. Parce que ça peut avoir un impact dans le goût, dans l'hygiène, tout ce genre de choses. Et en fin de compte, c'est toute la chaîne de valeur de votre business model qui peut se casser la gueule, de votre cuisinier jusqu'au produit final. Donc c'est vraiment important de bien processer en amont si vous avez pour but de développer. Si c'est un restaurant traditionnel, ça peut être vu différemment à mon sens. Alors là, on a beaucoup parlé de priorités dans qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour processiser, pour formaliser. À l'inverse, j'ai envie de vous provoquer un petit peu et de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses dans votre organisation, à quel que soit le stade de développement de votre franchise que vous êtes, que vous n'avez pas envie de formaliser, que vous n'avez pas envie de processiser? Alors peut-être qu'il n'y a rien que vous n'avez envie de laisser à la spontanéité et au savoir-être de vos collaborateurs, mais est-ce qu'il y a des choses quand même que vous voulez laisser en dehors du process? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe aujourd'hui dans la restauration conceptuelle de franchise? Moi, honnêtement, non. C'est ce que j'ai compris. Non, parce que malheureusement, ça dépend vraiment de vos salariés. Donc non, on veut rien laisser au hasard, en tout cas, dans tout ce qui est la part. C'est comme si, en fait, tu disais, demain, tu es dans une usine de voitures, je sais pas, chez Volkswagen, peu importe, et tu vas dire à un salarié sur la ligne de production, fais un peu ce que tu veux. Genre là, mets la porte que tu veux, mets le coussin que tu veux, mets le boulon que tu veux. Enfin, si vous voulez, à mon sens, créer une chaîne, c'est impossible. Moi, je pense pas. Après, si votre salarié a besoin de ça, je trouve que ça se fait derrière dans un management, donc de créer des choses avec eux, mais c'est un tout autre sujet. Mais sinon, je pense pas. Alizé, je te laisse répondre. Alors, je rejoins Otto quand même sur ça, où dans une franchise, c'est
le principe de la franchise, c'est de retrouver un petit peu le même restaurant aux quatre coins de la France ou du monde, avec le même produit, la même ADN. Après, moi, un exemple, si je peux en citer un, on a lancé un vrai menu enfant il y a de ça une petite année. Et alors à l'époque, c'était un mini tacos, d'accord, donc un rectangle. Et pour gagner en coût matière, on a décidé de faire un triangle. Alors ça change rien au goût, ça change rien à ce qu'il y a dedans. On a des franchisés qui sont passés sur le triangle, à qui ça n'a posé aucun problème, et les équipes, pareil, se sont formées sur le pliage, parce qu'il faut savoir que le pliage d'un tacos, c'est spécifique, et donc là, de changer leurs habitudes et de passer avec un triangle plutôt qu'un rectangle, ça a été compliqué pour certains. Donc j'en ai qui ont suivi et pour qui ça n'a pas posé problème. Et j'en ai d'autres aujourd'hui qui me font encore le rectangle, malgré le fait qu'on communique sur le triangle du menu enfant chez Chamas Tacos. Mais c'est ce genre de petits détails où, parce que au début, Chamas Tacos, ça a été vraiment à l'échelle humaine, ça a été une franchise qui s'est plus développée que plutôt structurée au début, comme le fait aujourd'hui Otto dans sa franchise. Donc il faut leur laisser un petit peu ce champ libre, si je puis dire, qui va ni remettre en question le goût du tacos, parce que qu'il soit plié en triangle ou en rectangle, c'est pas ça qui va changer. On parle du menu enfant, donc c'est pas notre principal menu. Effectivement, si on faisait notre tacos classique en triangle plutôt qu'en rectangle, là oui, ça poserait problème. Et ça va pas remettre non plus la sécurité de nos clients en jeu. Donc certains, oui, on peut retrouver le tacos encore en rectangle plutôt qu'en triangle. Et même en goût, hein, pour le coup, parce que si demain tu fais une recette et que ça cartonne dans 80 de vos restos, et il y a un resto, il a décidé de changer le goût, et ben la personne n'aura plus le goût Chamas Tacos. Moi, à titre d'exemple, sur le premier restaurant qu'on a monté il y a 2 ans, là, on a commencé à tout industrialiser les process des couscous, des épices et ainsi de suite. Donc on aura le même couscous dans tous les restaurants. Mais pour vous donner un petit exemple, on avait un Marocain qui était un cuisinier le matin, et chez lui, il mettait plus de cumin que notre associé Abdel. Donc je dis pas que c'est moins bon ou meilleur, je dis juste que nous, mon associé a ses recettes, et lui, il a commencé à changer. Et pourquoi ? On peut pas, parce que les clients sont habitués à une ancienne recette. Et c'est aussi, dans la franchise, on va chercher une marque, on va chercher un produit. Moi, c'est souvent, on a levé des fonds, donc je parle avec mes investisseurs, je dis, soit vous êtes Samsung, soit vous êtes Apple. Et c'est à peu près pareil en fait pour moi dans la food. Vous êtes Quick ou vous êtes McDo. Et donc si demain vous voulez une marque forte et avoir un produit, et je pense que les clients viennent pour ça, et il faut prendre une ligne directive et dire je vais sur ça et ce sera mon point d'honneur. Et donc on peut pas laisser nos salariés changer quelque chose dans la chaîne de valeur. Donc on change pas les process. En résumé, ça veut dire que rien n'est anodin, que ce soit les épices dans le couscous ou la forme du tacos dans un menu enfant. C'est vrai que ma question était volontairement un peu provocatrice, mais je pensais aussi que vous alliez m'emmener peut-être sur quelque chose qui est moins formalisé. Parfois, c'est toute la relation client. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que ça peut échapper au process ou à la formalisation, que ce soit l'accueil client est-ce que ce sont des choses qui doivent rester spontanées peut-être ? Alors, nous, aujourd'hui, ça reste spontané parce que c'est justement l'essence même de Chamas Tacos. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas ce process de relation client, comment j'accueille le client. Alors évidemment qu'on est derrière et que si on a notre caissier, notre caissière qui n'a pas le sourire quand le client arrive, on va lui faire la remarque, on va lui dire il faut que tu aies ce sourire parce que c'est là où tu vas attirer le client et le fidéliser dès le départ. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de process vraiment établi sur comment on accueille le client, comment on le fidélise, etc. Peut-être qu'on le mettra en place prochainement. Ça n'a pas été l'urgence au départ, en tout cas. Et on aime garder un petit peu cet aspect relationnel où chaque restaurant est, je dirais, libre un petit peu d'accueillir son client. Alors, je ne vais pas dire comme il le veut, parce que voilà, il y a quand même un cadre à respecter. Mais chacun a son ADN aussi, et les équipes, ça permet aussi de les responsabiliser et qu'elles soient engagées dans la marque. Donc il y a encore quelques aspects qui peuvent rester, mais Otto a peut-être une vision un peu différente. Non, nous on a essayé. Dès qu'un salarié arrive, on a fait un petit book de 3-4 pages où on explique un peu l'ADN de la marque.
On s'appelle Choukran, donc déjà un restaurant marocain. Nous, on a dit à tous nos salariés, quand les clients partent, faites un petit sourire en disant Choukran. Mais c'était très compliqué. Je vous l'avoue, quand mon associé et moi, on est là, je vois qu'ils le disent, mais la réalité terrain, je pense que c'est tout l'inverse. Mais ça devient autre chose, l'être humain dans la restauration. On pourra en reparler, mais c'est pas... Non, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué de tenir ça. Déjà, si ils tiennent leur t-shirt et leur veste et que c'est propre et qu'ils viennent bosser, il faut déjà être content, je pense. Avec le sourire. En tout cas, j'aime beaucoup ton analogie sur l'automobile et le fait qu'en effet, il faut toujours le même boulon, la même vitre, etc. pour pouvoir en effet processer. Alizé, toi qui justement a fait grandir Chamas, a permis de structurer, et aujourd'hui tu es justement sur un nouveau projet, Krustiz. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retires comme best practice pour la création de zéro d'une nouvelle franchise? Alors là, pour le coup, j'essaie de structurer au max. Je laisse pas trop de place à l'improvisation. Je veux pas perdre de temps. Malgré le fait que le développement aille un peu plus vite aussi que la structuration que j'essaie de mettre en place. On a déjà 6 restaurants et je ne suis pas encore totalement structurée. Donc je reproduis pas le même schéma que chez Chamas Tacos parce que quand je suis arrivée, il y avait 44 restaurants. Donc forcément, il y avait déjà un temps d'avance par rapport à Krustiz. Mais pour le coup, j'essaie de structurer au maximum parce que ça facilite aussi les équipes. Moi, je l'ai vu quand le 44e restaurant a ouvert et qu'on a mis certains process en place et qu'il a fallu former les anciennes équipes, les anciens franchisés qui étaient déjà là depuis plusieurs années. Alors nous, ça a été compliqué parce qu'il faut répéter. Alors la formation déjà est compliquée. Une formation de base, voilà, ça demande du temps, de l'énergie sur le terrain. Mais en plus, quand on a des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais quand on a des habitudes pour les changer, ça demande doublement un effort de tout le monde. Donc c'était compliqué pour les équipes sur le terrain et compliqué pour nous, les formateurs. Donc aujourd'hui, voilà, j'essaie de structurer au maximum avant de vraiment développer la franchise. Mais ça va un peu trop vite par rapport à la structuration, justement. Mais après, Otto qui est en plein développement, on ne peut pas dire non au développement, même s'il va nous manquer un petit peu de structuration. En fait, on ne peut pas refuser d'ouvrir un restaurant parce que c'est le nerf de la guerre, en fait. S'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de franchise. Donc, on ne peut pas non plus perdre trop de temps, si je puis dire, ou en tout cas, il faut réussir à manier les deux, et le développement et la structuration. Alors, pour nous emmener vers la conclusion de notre conférence, il nous reste encore quelques minutes, hein, et d'ailleurs, vous aurez l'occasion de poser des questions s'il nous reste un petit peu de temps dans le public. Si, par exemple, aujourd'hui, il y avait une seule erreur à ne pas reproduire dans le développement, ce serait laquelle? Pour essayer de guider un peu le public, l'audience. Quelle erreur à ne surtout pas reproduire, toi Otto ou toi Alizé, vous auriez tout de suite en tête? Moi, je dirais pas dans le développement, je dirais dans la restauration en règle générale. C'est plus pas des erreurs parce que je pense que ça peut cartonner. Moi, c'est plus un tips, un retour d'expérience. C'est en fonction de là où vous êtes géolocalisé. Je parle pas des activités saisonnières, à la montagne, au bord de mer. Je parle de la saisonnalité dans la restauration. C'est-à-dire que si demain vous voulez monter un concept et vous êtes ouvert 365 jours, il faut un produit qui travaille quand même 365 jours. Moi, j'ai ouvert un restaurant de ramen que j'ai toujours il y a 7 ans et je vis une saisonnalité trop forte qui fait que je burn quand même une grosse partie de mon cash flow l'été. Donc, quand même faire attention à la saisonnalité. Et aussi, c'est pour moi, parfois ce qu'on oublie, c'est on dit bah, j'ai le meilleur produit et ainsi de suite. Mais le produit à quel coût ? C'est-à-dire qu'un bon produit, comme je dis, moi je parle toujours de chaîne de valeur, mais c'est important, c'est combien ça coûte de le produire, est-ce qu'il est rentable, est-ce que vous pouvez le scaler, parce que c'est des points importants. Les gens oublient, disent j'ai la meilleure idée, les gens adorent, mais ça coûte super cher de le faire en main-d'œuvre française. Il n'y a pas forcément de repeat sur ça. Si demain vous voulez scaler, ouvrir 40 points de vente, on a besoin d'un chef cuisinier expérimenté, ce genre de choses. Donc en fait, il faut penser tout le modèle et pas uniquement un produit aimé par des personnes, parce que ça ne peut ne pas marcher. Donc il faut vraiment penser vraiment du début, de dire voilà, est-ce que c'est un produit qui peut être rentable, oui et non, est-ce qu'il y a une habitude de consommation en France,
Parce que, pour terminer sur ça, mais il y a eu la slice, la part de pizza aux États-Unis, la grande part de pizza, ça cartonne aux États-Unis. Je connais aucune chaîne en France. Alors qu'il y ait un point de vente qui fonctionne, oui, mais pourquoi? Parce que je pense que c'est une habitude de consommation. Et on a tendance à oublier ça et de vouloir ramener des concepts de l'autre bout du monde. Mais nous, Français, ne sommes pas habitués à consommer comme cela. Donc en fait, vraiment, il faut penser à toutes ces choses-là pour avoir un produit qui est surtout une activité pérenne. Et moi, ce serait la formation, parce qu'au-delà au-delà de la structuration, c'est bien de mettre des process en place, de tout structurer, mais si derrière, on ne forme pas les équipes, et si on ne se rend pas sur le terrain pour se rendre compte, est-ce que c'est possible de mettre les process en place sur le terrain, parce que c'est autre chose d'être derrière un bureau et d'inventer un petit peu voilà, les règles, bah là, il faut faire ça à telle heure, là, il faut faire comme ça. Il faut se rendre sur le terrain pour comprendre est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable, est-ce que mes équipes savent de quoi on parle aussi, et est-ce qu'elles sont capables de réaliser dans le temps que je leur ai donné ces process et faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Et du coup, ça veut dire que tu as des sites pilotes pour justement tester en conditions réelles tout ce qui est imaginé en termes de concept et d'accompagnement, de formation, de process? C'est ça exactement. Maintenant, on a une dizaine de succursales en France. À l'époque, quand je suis arrivée, on n'avait pas ces succursales, donc on allait un petit peu dans les restaurants qui étaient là depuis un petit moment déjà dans la franchise, faire nos tests, voir si ça fonctionne, voir si c'est possible, si les équipes elles suivent le mood ou pas. Et puis aujourd'hui, voilà, on a des succursales, donc c'est beaucoup plus simple de faire des tests produits, de rentrer un nouveau produit, de voir si ça peut fonctionner, si ça fonctionne, et surtout si on a aussi le matériel en cuisine pour faire que ça marche. Alors, tu as un peu répondu. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire absolument? J'ai même une question qui me plaît. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bon moment pour commencer à structurer et à processiser? Ou est-ce que finalement, il faut le faire le plus tôt possible? Alors moi, je dirais que... Alors, je suis partagée. Oui, il y a un bon moment, le départ, clairement, pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde et les équipes du siège, enfin de la franchise, donc le franchiseur et le franchisé. Et à la fois, Chamas Tacos, justement, est l'exemple que même sans structuration au départ, on peut y arriver. Alors ça demande peut-être davantage derrière de galères, de prise de tête, sans doute. Mais on peut y arriver, c'est possible. Donc en fait, le bon moment, c'est quand le moment est venu, tout simplement, quoi. C'est selon la franchise, selon l'état d'esprit aussi du franchiseur. Parce qu'Otto, voilà, il est très carré et il veut que tout soit parfait, et il a raison, parce que ce sera plus simple pour la suite. Mais au final, le bon choix, il n'y a pas de bon choix, c'est quand ça se présente et quand on se dit, ouais, là par contre, ça commence à grossir, donc on va quand même structurer, quoi. Et c'est des événements extérieurs qui vous imposent à processer, ou c'est vous-même, justement, chez Chamas, à un moment où vous vous êtes dit, bah voilà, c'est plus possible, et qu'est-ce que ça engendrait comme conséquence? Non, ça a été, je pense, des éléments extérieurs, le fait d'avoir du mal à voir ce qui se passe dans tous les établissements et être certain que le bon produit Chamas Tacos sorte des cuisines à l'image de ce que les fondateurs voulaient, quoi. D'accord, vraiment assurer un standard et une uniformisation du produit. Exactement. Ok. Tu as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais ok. Très bien. Alors, avant de conclure, est-ce que parmi le public, il y a des questions que vous auriez aimé poser Bonjour. Concernant votre masse salariale, comment vous faites pour piloter? Parce que je suppose que vos différents restaurants se situent dans différentes zones géographiques avec des spécificités. Comment vous le faites à distance? Est-ce que vous avez un nombre de salariés de base par établissement, ou vous vous adaptez? Comment vous gérez un pilotage global? Nous, de notre côté, pour moi, dans la restauration, quand on crée un concept, on va pas se mentir, on va penser rentabilité.
et on regarde les deux centres de coût, le food cost et la masse salariale. Et la masse salariale, c'est le point le plus important. Et nous, chez Shukran, dès qu'on a créé le concept, on a pensé déjà à comment gagner des points de masse salariale pour créer de l'EBITDA. Parce que c'est le point fondamental de notre activité. Et donc, on relie avec un logiciel de comptable, Combo, on remonte tout directement à notre comptable. Mais en fait, derrière, c'est pas ça, c'est comment l'optimiser au max, en fait, votre salarié. C'est terrible à dire, mais comment créer de la valeur avec ce salarié. Et je pense que ça dépend encore une fois de votre business model. Mais par exemple, nous, on n'amène pas les cartes à table. Les cartes, elles sont posées, c'est un bloc que vous avez sur les tables et on n'encaisse pas à table. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, avoir un serveur qui arrive, qui dit bonjour monsieur, bonjour madame, et de donner les cartes, il va perdre 30 secondes. Et ces 30 secondes, c'est le moment où il aurait pu amener un plat. Et d'aller encaisser et de dire, bon, on sait qu'on divise l'addition, bon, vous voulez 10 euros, vous 10 euros, vous 10 euros. Il a reperdu 30 secondes. Et en fin de compte, on tourne, nous, à ce que je vais appeler des runners, à 2 runners. Et si on faisait ces métiers-là, d'amener les menus, d'encaisser à table, il faudrait qu'on soit 3. Et en fait, c'est avec une multitude de petites choses comme ça que vous cherchez en fait à limiter votre nombre de TP et après relier au digital. Donc nous, on a une pointeuse, il arrive le matin, il prend une photo en tenue. S'il doit arriver à 10h, c'est en photo en tenue à 10h. Parce que parfois, ils arrivent à 10h et ils sont déjà avec leur casquette et ils ne sont pas changés. Et après, on remonte tout et on envoie directement au logiciel comptable. Je crois qu'il y avait une deuxième question de la part de monsieur. Emma va vous donner le micro. Oui, bonjour. Intéressant l'épisode. Ma question est pour vous. Vous avez parlé d'IA et d'indicateurs pour avoir des alertes. Vous pouvez nous dire ce que vous utilisez en IA et est-ce que vous faites attention aux données que vous diffusez En fait, l'IA, c'est le mot que tout le monde veut entendre, mais c'est très simple. C'est qu'en fait, j'ai relié via Claude l'ensemble de mes logiciels, donc mon système de caisse. Le service hygiène IPAC le fait automatiquement, donc en fait on a une tablette, dès que vous entrez il y a une alerte, donc en fait c'est mon responsable opérationnel. Moi c'est pour aller chercher des points de rentabilité et donc je prends toutes mes factures qui rentrent sur mon logiciel comptable, rentrent en fait dans mon cloud, j'ai prompté un cloud et donc mes factures qui arrivent, j'ai mon logiciel de caisse. Je remonte et par exemple, ils vont me dire aujourd'hui, tu as acheté 10 kilos de carottes alors que factuellement, tu n'en as vendu que 5. Et en fait, la marge, elle va être énorme. Donc, en fait, je vais recevoir une alerte. Par exemple, tous les matins, je reçois un mail avec mes ventes et le prorata, entre guillemets, de mon service achat. Et ça devient honnêtement ultra simple de le faire. Il faut juste donner accès au logiciel. Donc, service de caisse, service comptable et vos fiches de paie. Et en fait, sur ma fiche de paie du mois dernier, il va me dire l'optimisation ou non. Parce qu'en fait, vous savez globalement s'il est au SMIC, et ainsi de suite, et vous voyez le nombre d'heures supplémentaires, et c'est ça qui fait augmenter les points de masse salariale dans la restauration. Donc c'est sur ça qu'il faut faire attention. Et donc vous pouvez juste le prompter avec Claude, et ça prend un peu de temps, mais après derrière, honnêtement, c'est révolutionnaire. Parfait. Alors, il est temps de conclure puisqu'il est déjà presque 15 heures. Je tiens à vous remercier, Otto et Alizé, pour la qualité de notre échange. On se rend compte finalement que, quelle que soit l'étape de développement de notre franchise ou de notre projet dans la restauration, les métiers de bouche, rien ne doit être laissé au hasard. Évidemment, des services digitaux comme IPAC Pro, depuis plus de 12 ans, sont là pour vous accompagner. L'idée, en fait, c'est, au-delà de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité alimentaire, c'est finalement de vous offrir un maximum d'informations qui vous permettront de prendre les meilleures décisions pour le développement, pour protéger votre business, prendre de meilleures décisions pour vos salariés, pour vos process. S'il y a d'autres questions, je vous invite à nous rejoindre sur le stand IPAC Pro, c'est le stand C4. On vous invite à partager un petit moment de convivialité autour de quelques pâtisseries, je crois. Vous pourrez échanger avec Otto et Alizé qui resteront disponibles quelques minutes et découvrir aussi toute notre équipe commerciale et découvrir IPAC Pro sur le stand autour d'une petite démo. Voilà, je vous remercie. Merci à l'organisation, à la régie et je vous souhaite une bonne fin de journée.